Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les relations tendues entre la France et l'Algérie continuent de faire régulièrement les gros titres de l'actualité ces dernières semaines. Au mois de janvier, dans un épisode de Code Source, on vous avait raconté pourquoi Paris et Alger traversent une crise diplomatique inédite depuis la fin de la colonisation française en 1962. Après la diffusion de cet épisode, les deux pays se sont écharpés notamment sur le cas des ressortissants algériens expulsés de France mais que l'Algérie refuse d'accueillir. Au mois de mars, les deux présidents, Macron et Tebboune, ont tenté de renouer le dialogue, mais l'arrestation, le 11 avril, d'un agent consulaire algérien en France a provoqué de nouvelles tensions. On fait le point dans Code Source avec deux journalistes du Parisien, Henri Vernet du service politique, il est en charge des questions de diplomatie, et Johanna Blin du service international. Bonjour à chacun et chacune, c'est très réconfortant de vous voir aussi nombreux cet après-midi pour appeler ensemble à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. Johanna Blin, le mardi 25 mars, en début de soirée, vous vous rendez pour le Parisien à un rassemblement qui se tient tout près de l'Assemblée nationale à Paris. Rassemblement en soutien à l'écrivain et intellectuel franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, incarcéré en Algérie depuis le mois de novembre. Décrivez-nous l'ambiance sur place. Alors quand j'arrive, il y a une dizaine de véhicules de force de l'ordre et pour cause, il y a beaucoup d'élus dans le cortège. On retrouve des membres du gouvernement, comme le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, mais il y a aussi des députés, comme la chef de file du Rassemblement national Marine Le Pen. Il y a aussi le président du Sénat, Gérard Larcher. On retrouve quelques figures de gauche, comme l'eurodéputé Raphaël Glucksmann et aussi l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg. Mais il faut bien l'avouer, le rassemblement penche plutôt à droite, voire à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et ce rassemblement, il se tient dans un contexte particulier. Oui, effectivement, ce rassemblement est prévu de longue date par le comité de soutien à Boualem Sansal, mais en réalité, il advient 2 jours avant le verdict du procès de l'auteur. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le cortège, puisqu'on parle quand même d'un homme de 80 ans qui est atteint d'un cancer, et pour rappel, le parquet algérien a requis 10 ans de prison à son encontre, ce qui est quand même beaucoup. Rappelez-nous ce que reproche la justice algérienne à Boualem Sansal. La justice algérienne lui reproche, je cite, des faits d'atteinte à l'unité nationale. Alors, pour clarifier, en octobre 2024, Boualem Sansal accorde une interview aux médias d'extrême droite français Frontières, interview dans laquelle il explique que les territoires qui appartenaient historiquement au Maroc auraient été récupérés par l'Algérie après la colonisation française. Donc c'est un discours qui ne plaît pas du tout à Alger, d'autant que Boualem Sansal est souvent très critique du pouvoir algérien dans ses écrits et dans ses prises de parole. Et donc la suite, vous la connaissez. Lorsque l'auteur du Serment des barbares atterrit à l'aéroport d'Alger le 16 novembre, il est immédiatement interpellé. Qu'est-ce qu'on sait de ses conditions de détention depuis ? On sait finalement peu de choses sur ses conditions de détention. Boualem Sansal a un avocat en France, François Imray, qui nous permet d'avoir quelques informations. On sait par exemple qu'il voit sa femme 1 fois par semaine. Comme il est malade, on sait aussi qu'il fait des allers-retours entre sa cellule et l'hôpital militaire pour se faire soigner. Mais les conditions de détention doivent être assez difficiles pour un homme de cet âge atteint d'un cancer. Et au cours de ce rassemblement en soutien à Boualem Sansal, beaucoup de prises de parole ciblent directement les autorités algériennes. Oui, effectivement, les prises de parole évoquent premièrement la liberté des auteurs en général. Boualem Sansal est souvent comparé à Voltaire, mais rapidement, les discours prennent une tournure très politique et ciblent en effet les autorités algériennes. La détention de Boualem Sansal est présentée comme arbitraire et non justifiée. Boualem Sansal est souvent qualifié d'otage du régime algérien. De surcroît, dans un contexte où les relations franco-algériennes sont très tendues. Pour rappel, Boualem Sansal est franco-algérien. Il a acquis la nationalité française il y a quelques mois, l'été dernier, et donc il est devenu un petit peu le symbole de ces tensions. La détention de Boualem Sansal n'est que l'un des points de crispation dans les vives tensions entre la France et l'Algérie depuis l'été 2024. On avait raconté dans le détail cette escalade entre les deux pays dans un précédent épisode de Code Source, le 17 janvier. Henri Vernet, rappelez-nous tout de même pour quelles raisons le dialogue s'est subitement détérioré pendant l'été.
Tout a commencé avec la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est un territoire qui est disputé depuis une soixantaine d'années, qui est revendiqué par des indépendantistes du Front Polisario qui sont soutenus par Alger. Alger et Rabat ayant une rivalité de toujours, ce sont les frères ennemis du Maghreb. Le fait que Macron reconnaisse de facto cette souveraineté, évidemment, ça fâche énormément les Algériens, même si Emmanuel Macron en avait averti le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Parfois, on peut se demander s'il n'y a pas eu une certaine sous-estimation par Paris, par l'Élysée, des réactions potentielles de l'Algérie. Et ce geste de la France a ravivé beaucoup de ressentiment des autorités algériennes vis-à-vis de Paris. Oui, il y a des actes forts dans ce qu'on appelle la grammaire diplomatique qui sont pris immédiatement. C'est-à-dire que Alger, dès l'annonce par Macron, fin juillet, donc de cette reconnaissance, Alger rappelle son ambassadeur à Paris, qui depuis n'a toujours pas été renommé lui-même ou remplacé. Par ailleurs, il y a une espèce d'activation du ressentiment, de la haine, parfois d'insultes contre la France, qui sont attisées dans la presse qui est pro-gouvernementale, pro-régime à Alger. Donc oui, ça ravive les tensions, d'autant plus que pendant cette période-là, Abdelmadjid Tebboune, le président sortant, est en campagne électorale. Sa réélection est très litigieuse, il y a très peu de participation, donc il est très mal réélu en réalité. Et donc très souvent, on masque ça par le ressentiment anti-français en agitant ça dans l'opinion. On parle à ce moment-là de tensions inédites au plan diplomatique depuis l'indépendance de l'Algérie. Il y a pourtant un enjeu à ce que les deux pays coopèrent au vu de leur histoire commune et des Français et des Algériens qui vivent respectivement dans ces deux pays. Oui, parce que ce sont deux nations qui sont très imbriquées, deux peuples qui sont vraiment mélangés par cette histoire, alors certes douloureuse, mais néanmoins qui est là et qui fait que en France, d'abord la communauté algérienne est la première communauté étrangère numériquement, c'est de l'ordre de 600 000 Algériens qui vivent aujourd'hui en France. Le nombre de gens qui ont un rapport presque filial avec l'Algérie est extrêmement important. Donc c'est vraiment, il y a des intérêts qui sont communs, il y a des coopérations très importantes, des coopérations sécuritaires, coopérations migratoires, coopérations culturelles aussi, et c'est tout cela qui d'un seul coup est suspendu et totalement gelé. La dernière fois donc que vous êtes venu parler à ce micro de Code Source de cette crise, c'était en janvier 2025. À ce moment-là, Paris et Alger se disputent avec des mots et des actes d'une rare intensité autour de la question des ressortissants algériens sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Rappelez-nous ce qu'il se passe à ce moment-là. Alger refuse d'accueillir sur son territoire des ressortissants algériens qui sont expulsés par le ministre de l'Intérieur, par Bruno Retailleau, parce que justement ils font l'objet d'une OQTF, donc d'une obligation de quitter le territoire français, parce que leur comportement a été contraire aux lois françaises. Et parmi ces OQTF, il y a notamment un certain Doualen, qui est un influenceur de poids, qui a appelé à s'en prendre physiquement à des opposants au régime algérien, donc clairement qui contreviennent à la loi. Et ces gens-là sont expulsés, sont mis dans un avion et arrivés à l'aéroport d'Alger, et bien tout simplement, ils restent sur le tarmac et ils sont renvoyés à Paris parce que les autorités algériennes refusent de les accueillir. Et pendant cette séquence, on voit surtout Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, prendre la parole et s'insurger. Je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. Il parle carrément d'une humiliation pour la France. Le fait que les expulsés soient tout simplement refusés et renvoyés à l'expéditeur, si on peut dire de manière un petit peu cynique, c'est pour lui un véritable camouflet pour notre pays, parce que ces expulsions elles sont légales dans la mesure où les personnes concernées sont sous OQTF. Et cette expression très dure, très forte, qui est employée par Retailleau. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Évidemment, elle fait florès dans l'opinion, elle mobilise. Il faut savoir que le ministre de l'Intérieur joue la carte de la fermeté. Il se trouve qu'il est aussi en campagne interne au Parti des Républicains pour en prendre la présidence. Donc évidemment, il y a des soupçons un petit peu de mélange des genres. Néanmoins, dans son rôle de ministre de l'Intérieur, il ne fait qu'appliquer des décisions d'autorité nationale, souveraine. À ce moment-là, il est perçu comme un ennemi à Alger ?
Dès ce moment-là, le ministre de l'Intérieur est érigé comme l'ennemi numéro 1 d'Alger. Une espèce d'amalgame est fait d'ailleurs entre lui et des leaders d'extrême droite comme Jordan Bardella, qui seront au fur et à mesure de cette crise directement cités, soit par le ministère des Affaires étrangères algérien, soit par le président lui-même, Tebboune, dans une interview qu'il donnera quelques semaines plus tard. Bon, bref, il y a vraiment cette idée d'enfoncer un coin dans le gouvernement français, dans le pouvoir français, comme ça, en ciblant directement Bruno Retailleau, ce qui est une particularité d'ailleurs de ce régime, qui connaît très très bien le système politique français. Alors que, inversement, il n'est pas certain qu'à Paris, on ait une vision très claire de ce qu'on appelle la boîte noire du système militaro-politique algérien au pouvoir. D'ailleurs, à cette période, tout le monde au sein du gouvernement n'emploie pas le même ton vis-à-vis d'Alger. Racontez-nous ça. Non, on a l'impression pendant un bon moment qu'il y a presque deux lignes au sein du gouvernement, c'est-à-dire une ligne diplomatique, qui serait celle du président, finalement, d'Emmanuel Macron, qui continuerait à tenter de jouer l'apaisement, qui tient avant tout à maintenir les coopérations dont on a vu qu'elles sont vraiment cruciales. Et cette ligne, elle est également exprimée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, où les termes employés ne sont pas aussi virulents que ceux de Bruno Retailleau. Même si, au plus fort de la crise quand même, Barrot, lui aussi, parlera de riposte, de réplique nécessaire de la France au fait que, tout simplement, Alger renvoie les OQTF sur le sol français. Un acte terroriste islamiste, et c'est ainsi qu'Emmanuel Macron définit l'attaque au couteau qui s'est déroulée aujourd'hui à Mulhouse. Le samedi 22 février, en milieu d'après-midi, Brahim A, un Algérien de 37 ans, commet un attentat terroriste dans la ville de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Armé d'un couteau, il tue un passant et en blesse 6 autres. Il est mis en examen et écroué 4 jours plus tard. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le Premier ministre François Bayrou dénoncent dans la foulée l'attitude de l'Algérie après ce drame. Pourquoi ? Eh bien justement parce que ce terroriste aurait dû être expulsé vers l'Algérie et que Alger, là aussi, a refusé de le reprendre sur son territoire. Donc on est typiquement dans l'exemple de ce que dénonce Bruno Retailleau, c'est-à-dire la non-coopération algérienne qui ne fait que troubler l'ordre public en France. À ce moment-là, le dossier devient un enjeu national et donc François Bayrou, Premier ministre, prend les choses en main et ferait de ce dossier une priorité. Il va d'ailleurs convoquer un comité interministériel pour étudier la question et les réponses à apporter. Bien, mesdames et messieurs, nous avons donc réuni le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Et le 26 février, le Premier ministre François Bayrou tient donc une conférence de presse à l'issue d'un comité interministériel de contrôle de l'immigration avec plusieurs ministres et il lance une sorte d'ultimatum aux autorités algériennes. Oui, un ultimatum de 6 semaines pour reprendre sur leur sol les personnes sous OQTF expulsées par la France, sous peine de réaction vraiment vive et concrète de la part de Paris. En l'occurrence, il menace de réviser le fameux traité de 1968. Alors ce traité, il donne un statut plus favorable aux immigrés d'origine algérienne dans leur séjour et leur établissement en France. Nous pensons, nous voulons qu'on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause. Et ça quand même, c'est pas rien de revenir sur de tels accords. Oui, c'est un geste très fort parce que quelque part c'était un petit peu tabou cet accord de 68, les Algériens y tiennent énormément. Alors en France, c'est évidemment un signe de durcissement qui est d'autant plus fort qu'il émane de François Bayrou, du Premier ministre, et non pas juste du ministre de l'Intérieur ou de politique qui assez régulièrement s'exprime sur ce plan-là. Le vendredi 14 mars, les autorités françaises présentent donc une liste de ressortissants algériens sous OQTF qu'ils veulent voir repartir dans leur pays. Comment réagissent les autorités algériennes en retour ? En fait, ils ne réagissent pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils ne disent absolument pas que oui, on va accueillir nos ressortissants. C'est un petit peu une façon, ils traitent ça un peu par le mépris. Johanna Blin, le jeudi 20 mars, l'écrivain Boualem Sansal, dont on parlait en début d'épisode, comparaît devant le tribunal correctionnel de Dar el Beida, près d'Alger. Comment se déroule cette audience ?
Cette audience, elle est expéditive. Elle dure une vingtaine de minutes, à l'issue desquelles le parquet requiert 10 ans de prison à l'encontre de l'auteur, assorti d'une amende d'1 million de dinars, soit environ 6 800 €. Pour ses proches, c'est un véritable choc. 10 ans de prison pour un octogénaire malade, c'est une véritable condamnation à mort, nous confiait son ami, l'auteur et ancien ambassadeur Jean-Christophe Rufin. Henri Vernet, le samedi 22 mars, à la télévision algérienne, le président Abdelmadjid Tebboune estime qu'Emmanuel Macron est, je cite, l'unique point de repère pour régler les différends avec Paris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette phrase ? Qu'il est temps d'apaiser un petit peu la situation, de calmer le jeu. Pour cela, de vraiment mettre en ligne les grands acteurs. C'est-à-dire que, vu d'Alger, la seule personne avec qui il faut négocier, c'est le président, c'est Emmanuel Macron. C'est en fait le deuxième geste en ce sens de Tebboune, parce qu'il avait déjà donné une interview au journal français L'Opinion, dans laquelle il se référait à Emmanuel Macron, avec lequel il a une vraie relation. En fait, ces deux présidents ont plutôt rompu avec leurs prédécesseurs, de part et d'autre de la Méditerranée. Tous les deux, à leur avènement, se sont dit il est vraiment temps de normaliser, de tourner la page. Et donc, ils ont entamé une relation, alors sous le signe de la réconciliation mémorielle voulue par Emmanuel Macron dès son arrivée à l'Élysée, qui a eu des moments assez fructueux. Donc là, Tebboune se dit il est temps de reprendre ce chemin-là. Johanna Blin, le jeudi 27 mars, 2 jours après la manifestation de soutien à Boualem Sansal dont on parlait en début d'épisode, et alors que les liens se réchauffent entre Paris et Alger, le verdict tombe, Boualem Sansal est condamné à 5 ans de prison. Le parquet et l'écrivain font respectivement appel de cette décision. Comment les proches de l'écrivain réagissent à cette condamnation ? Eh bien, les réactions, elles sont un petit peu mitigées. C'est-à-dire que ses proches sont toujours très inquiets. Il s'agit toujours d'un homme de 80 ans atteint d'un cancer et condamné à 5 ans de prison. Cependant, le fait d'avoir réduit de moitié la peine par rapport aux réquisitions du parquet, c'est perçu comme une sorte d'accalmie, si je puis dire, et on entrevoit peut-être la perspective d'une grâce présidentielle, mais le fait que Boualem Sansal soit tout de même condamné à 5 ans de prison permettrait au président Tebboune de ne pas perdre la face. Henri Vernet, quelques jours plus tard, le lundi 31 mars, pour la fin du Ramadan, Emmanuel Macron appelle directement son homologue, le président Tebboune. Un coup de téléphone franc et amical, d'après le communiqué commun publié à l'issue de cet entretien. Après plusieurs mois de silence, les deux présidents affichent leur volonté de restaurer le dialogue et la coopération entre les deux pays. Comment se traduit ce réchauffement concrètement dans les heures et les jours qui viennent ? Le communiqué, le soir même, annonce ce qui va se passer très concrètement, c'est-à-dire une reprise des coopérations qui avaient été gelées, et notamment coopération dans le domaine sécuritaire. Ça, c'est très important. Ça veut dire, vous savez, la coopération contre le terrorisme au Sahel, coopération migratoire, la coopération économique aussi, qui a vraiment connu des entraves, notamment pour les activités des investisseurs français en Algérie, coopération culturelle, mais mémorielle aussi, qui doit reprendre. Donc voilà, tout cela est mis en branle et ça se traduit dans les jours qui suivent par une visite de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, à Alger le dimanche suivant, c'est-à-dire le 6 avril. Et une semaine après le déplacement en Algérie du ministre des Affaires étrangères, le vendredi 11 avril, 3 personnes, dont un agent consulaire algérien en France, donc qui travaille dans un consulat algérien à Créteil, sont arrêtées et mises en examen. Elles sont accusées d'avoir participé à l'enlèvement d'un opposant au régime algérien en asile politique en France, Amir Boukors. Comment réagit Alger ? Alger réagit très très mal, de façon véhémente. Et surtout, Alger convoque l'ambassadeur de France à Alger, qui commence à en avoir une certaine habitude, et décide d'expulser 12 fonctionnaires français, soit à l'ambassade, soit dans les consulats, de son territoire immédiatement. Pour les autorités algériennes, l'arrestation de ces 3 personnes en France, dont l'agent consulaire algérien, c'est une provocation politique ? Ils voient ça comme ça, ils sont persuadés que oui, c'est Retailleau qui est derrière cet événement. Or, il faut bien comprendre que ce n'est pas le cas. Cette mise en examen, cette arrestation, c'est le fruit d'une longue enquête du parquet national antiterroriste. Ces 3 hommes sont accusés d'avoir participé à l'enlèvement et la séquestration de l'opposant algérien que vous avez mentionné. Donc c'est tout simplement intolérable. Ça se passe sur le territoire français, la justice, elle avance à son rythme. Il se trouve que cette mise en examen et arrestation survient en
plein processus de réchauffement politique, mais rien à faire pour les autorités algériennes. Ils y voient ce qu'ils appellent une tentative de torpillage de la part de Retailleau. Là, il est une fois de plus directement désigné pour mettre à bas le début de rapprochement politique. Et en réponse à cette sanction, la France expulse à son tour 12 agents consulaires algériens du territoire et rappelle à Paris l'ambassadeur de France à Alger. Henri Vernet, est-ce que cette nouvelle brouille risque de gâcher, encore une fois, le rabibochage en cours entre les deux pays ? C'est un risque. Toute la difficulté pour les Français, ça va être vraiment de convaincre le régime, le président Tebboune, qu'une affaire judiciaire, en France, la justice est indépendante et que donc il n'y a pas de main cachée du ministère de l'Intérieur ou de quelque autorité politique que ce soit derrière. Donc une fois ce travail-là fait, le dialogue malgré tout pourra reprendre parce qu'il doit reprendre. Alors c'est vrai que la brouille, la fâcherie, elle est d'une gravité exceptionnelle parce que l'événement d'origine, c'est cette reconnaissance et ce point apparemment donné par la France au Maroc qui a vraiment froissé les Algériens. Néanmoins, on l'a vu, ce qui est en jeu, ce sont des relations extrêmement cruciales et importantes pour nos deux pays, pour nos deux peuples. C'est aussi le sort, la vie d'un homme, Boualem Sansal, qui est âgé et qui est détenu depuis le mois de novembre et qu'il importe réellement de sortir de ces conditions très difficiles. Johanna Blin, cette nouvelle montée de tension entre Paris et Alger, est-ce qu'elle inquiète les proches de Boualem Sansal ? Bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça que les deux filles de Boualem Sansal, qui sont restées jusqu'à présent très discrètes depuis l'arrestation de leur père, ont décidé le 15 avril de publier dans le Figaro une lettre adressée à Emmanuel Macron. Alors les deux quinquagénaires, qui vivent actuellement en République tchèque, qualifient cette lettre de « dernier élan d'espoir », ce qui illustre bien l'inquiétude de ses proches. Par ailleurs, quand j'appelle son ami Arnaud Benedetti, il me parle d'une impression de retour à la case départ, avec cet espoir d'une grâce présidentielle qui s'éloigne, et s'alarme du fait que pour Boualem Sansal, cet homme âgé atteint d'un cancer, la notion du temps n'est pas la même et qu'il y a, selon lui, urgence. Merci à Johanna Blin et Henri Vernet. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Pénélope Gualquirotti et Clémentine Spiller. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous laisser des pouces en l'air et des commentaires sur les plateformes d'écoute et sur YouTube. C'est ce qui nous aide le plus à nous faire connaître. Et ne ratez pas non plus Crime Story, notre podcast fait divers avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi.